Il avait été laissé pour mort dans les bois. Pas de radio, pas de renfort, juste du sang sur les feuilles et les arbres silencieux de la forêt de la feuille rouge qui se refermait sur lui. L'adjoint Cole Maddox avait découvert quelque chose de dangereux, et quelqu'un s'était assuré qu'il ne s'en sortirait pas vivant. Mais la forêt n'était pas vide. 2 filles de 10 ans, sorties pour une promenade l'après-midi avec leur fidèle berger allemand, tombèrent sur ce qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Elles n'étaient pas des héroïnes. Pas encore. Juste des sœurs avec un téléphone d'occasion, un carnet rempli de rêves et un chien qui ne les avait jamais quittées. Ce qu'elles firent ensuite vous redonnerait foi et courage en la famille, et dans les manières discrètes dont Dieu exauce encore les prières à travers des vies ordinaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce que c'est le genre d'histoire qui nous rappelle pourquoi faire ce qui est juste compte toujours. Le vent murmurait à travers les feuilles écarlates et ambrées de la forêt de la feuille rouge, dispersant les premières feuilles tombées le long des sentiers moussus comme des lettres oubliées. C'était un matin de samedi frais à la fin octobre. Le genre de journée qui sentait la terre humide et la fumée de bois. Le genre de matinée qui faisait de la petite ville d'Aldeglen, dans le Vermont, un chapitre caché d'un vieux livre de contes. Willa et June Fairweather, des jumelles identiques de 10 ans, se déplaçaient dans les bois avec une aisance familière. Willa marchait devant, stable et observatrice, ses yeux noisettes scrutant constamment, ses épais cheveux châtains tressés en une natte lâche qui frôlait son écharpe bleu marine. June suivait juste un pas derrière, légèrement plus petite et d'un tempérament plus doux, ses yeux un peu plus tendres, ses mains cherchant toujours une feuille à admirer ou une pierre à collectionner. Malgré leur similitude de visage et de corpulence, leurs personnalités divergeaient comme les branches d'une rivière. Willa la protectrice, June la rêveuse. Toutes deux portaient des vestes vert forêt assorties, décolorées aux manches, et des mitaines tricotées par leur mère lors d'hiver plus cléments. À leurs talons trottinait Rusty, un berger allemand de 5 ans à la fourrure noire et feu et aux yeux ambrés et sages. Il se déplaçait avec la confiance tranquille d'un chien qui avait vu plus que de simples clôtures de quartier. Rescapé d'un refuge rural après avoir été entraîné comme chiot de recherche et sauvetage, il avait échoué à la certification à cause d'une claudication de sa patte arrière gauche due à une blessure précoce à la hanche. Pourtant, il se comportait avec dignité et un sens du devoir, toujours alerte, ses oreilles tressaillant au moindre bruissement. Il était plus qu'un animal de compagnie. Il était leur gardien silencieux, leur ombre dans les bois, leur chaleur les nuits froides. Les filles s'étaient aventurées sur le sentier sud, rarement utilisé si tard dans la saison. Les feuilles mortes couvraient le chemin, et les seuls sons étaient le craquement sous leurs bottes et le bruit sec occasionnel des brindilles sous les sabots de cerf au loin. Rusty s'arrêta soudainement, le nez levé, les oreilles dressées. Willa le remarqua la première. « Quelque chose ne va pas, dit-elle, sa voix à peine un souffle. Rusty laissa échapper un aboiement court et urgent et s'élança hors du sentier, se faufilant entre les arbres. Elles le suivirent sans hésitation, le cœur battant plus vite, comme si elles aussi sentaient le changement dans l'air. 30 pas plus loin, elles le virent affaler contre la base d'un érable rouge, à moitié dissimulé par des broussailles tombées. Un homme en uniforme d'adjoint du shérif gisait là, son corps froissé et immobile. Du sang s'était accumulé sous lui, s'imprégnant dans la terre comme de l'encre sur un vieux parchemin. Son visage était pâle, ses lèvres bleutées, et une plaie béante dans son abdomen pulsait à chaque respiration faible. Willa haleta. June se figea. Rusty, essoufflé, encerclait l'homme, reniflant avec urgence, mais sans panique. Pas de doute possible. Cet homme était en train de mourir. Willa tomba à genoux à côté de lui. « Il est vivant » murmura-t-elle, les doigts tremblants tandis qu'elle planait près de la plaie. « Nous devons arrêter l'hémorragie. » June sortit le vieux téléphone à clapet que leur mère leur faisait emporter en promenade. L'écran clignota, mais s'alluma. « J'appelle le 911, dit-elle, les doigts maladroits. L'adjoint Cole Maddox avait rejoint le département du shérif il y a 3 ans. À 32 ans, il avait la corpulence athlétique et élancée d'un coureur avec des cheveux blonds coupés courts et une mâchoire qui avait connu son lot d'épreuves. Homme tranquille, Cole avait toujours trouvé du réconfort dans les bois. Patrouillant les sentiers moins connus, enquêtant sur des plaintes mineures pour braconnage, marchant seul avec ses pensées et son insigne. Ce que personne d'autre ne savait, sauf son supérieur et un vieil ami, c'était que Cole pistait un groupe soupçonné d'exploitation forestière illégale et de trafic d'armes. Il n'était pas censé être là ce matin-là, mais son instinct l'avait entraîné, et cela avait failli lui coûter la vie. Willa retira son écharpe et la pressa fermement contre la plaie. «
Tiens ça, ordonna T.L. à June, qui s'agenouilla à côté d'elle et appliqua une pression à 2 mains, mordant sa lèvre pour ne pas pleurer. Willa se tourna vers le téléphone. Qu'ont-ils dit? Ils arrivent, murmura June. Mais ça prendra 20 minutes. Nous sommes loin. 20 minutes, c'était trop long. Le sang continuait de couler. Willa attrapa un bâton tombé et le cassa net en deux. Elle utilisa un morceau pour tordre l'écharpe plus fermement en un garrot rudimentaire. Ne meurs pas, marmonna T.L. Tu n'as pas le droit. Rusty s'allongea à côté des jambes de Cole, la queue immobile, et ses yeux regardaient les filles comme s'il savait que le silence faisait partie du sortilège qui maintenait cet homme en vie. De retour en ville, dans un appartement au 2e étage au-dessus de la boulangerie Ferwititer, maintenant fermée, Marie Ferwititer était penchée sur la table de la cuisine, un carnet à spirale ouvert devant elle. Âgée de 36 ans, avec une silhouette à la fois solide et mince due à des années passées derrière les comptoirs et à pétrir la pâte, Marie portait l'épuisement de quelqu'un qui avait porté trop de fardeau pendant trop longtemps. Ses cheveux châtains foncés étaient attachés en chignon, des mèches tombant autour de ses tempes, et ses yeux, bruns comme ceux de ses filles, étaient marqués par la fatigue de la monoparentalité et des factures impayées. Elle rayait encore un paiement de service public lorsque le téléphone fixe sonna. Son cœur tressaillit. Ici l'officier Ramos du département de police d'Aldeglen. Êtes-vous la mère de Willa et June Ferwititer? Sa voix se coinça. Oui. Y a-t-il un problème? Elles sont saines et sauves, dit Ramos rapidement. Mais il y a eu un incident. Vos filles ont trouvé l'adjoint Maddox blessé dans la forêt. Elles lui ont administré les premiers secours. Les ambulanciers sont en route. Marie s'effondra sur sa chaise, les larmes lui piquant les yeux. Le soulagement luttait contre la terreur. Elle était fière, oui, mais elle avait aussi l'impression d'avoir échoué. Elle n'avait aucune idée que ses enfants savaient comment arrêter une hémorragie. Elle n'avait même pas eu le temps de leur apprendre des choses pareilles. Elle avait à peine réussi à rassembler assez pour leurs bottes d'occasion. Dans la forêt, les sirènes résonnèrent enfin à travers les arbres lointains. Les mains de June étaient engourdies. La voix de Willa était enrouée à force de répéter « Tiens bon, tiens bon, tiens bon ». Alors que les ambulanciers se précipitèrent, prenant le relais, soulevant Cole sur une civière, l'une d'entre elles, une femme aux cheveux gris avec des yeux vifs et des mains douces, regarda les jumelles et dit « Vous venez de sauver la vie d'un homme ». Willa cligna des yeux. « Vraiment? Vraiment ?» Rusty aboya une fois comme pour acquiescer, puis se tourna et pressa son flanc contre les jambes de June. Elle se pencha contre lui, les larmes tombant enfin. Quelque part dans le mélange de sirènes, d'aboiements et de sanglots, le bruit des feuilles tombant dans la forêt de la feuille rouge continua, inaperçu, mais constant, comme si les bois eux-mêmes retenaient leur souffle d'émerveillement. Le givre s'accrochait au coin des vitres comme de la fine dentelle, tandis que la lumière du matin se glissait dans la ville d'Aldeglen. Le dimanche était arrivé avec un froid plus vif que la veille, bien que les arbres de la forêt de la feuille rouge arboraient toujours fièrement leur couleur d'automne, comme s'ils refusaient de céder à l'hiver pour l'instant. À l'intérieur de l'appartement des Ferwititer, Marie se tenait près du poêle, regardant la bouilloire qui vibrait sur la flamme basse, ses épaules, encore raides d'une nuit agitée, montaient et descendaient avec l'effort de tout gérer. Marie Ferwititer était une femme d'une résilience tranquille, 36 ans, avec un dos solide et des mains calleuses des années passées à faire de la pâtisserie. Elle portait son épuisement comme un deuxième manteau. Ses cheveux foncés, attachés en un chignon désordonné à la nuque, commençaient à grisonner aux tempes, pas avec l'âge, mais avec l'inquiétude. Elle avait autrefois rêvé d'ouvrir sa propre boulangerie, un rêve qu'elle avait bref effleuré avant que la pandémie ne ferme sa boutique, et avec elle sa sécurité financière. Maintenant, elle s'accrochait à des bribes de stabilité, ramonant des petits boulots, cuisinant des muffins pour les vendre sur les marchés locaux et donnant des cours de maths aux enfants le week-end. Willa et June étaient assises à la table en pyjama, leurs joues roses de la chaleur de la bouche d'aération. Rusty était recroquevillé sous le banc, ses oreilles tressaillant dans son sommeil. Un coup à la porte tira Marie de ses pensées. Elle essuya ses mains sur un torchon et ouvrit la porte à une grande femme dans un manteau gris anthracite. « Je suis la détective Valérie Monroe », dit la femme, offrant un sourire doux. Elle avait la quarantaine, mince et posée, avec de courtes boucles noires rentrées derrière ses oreilles et des yeux sombres qui ne laissaient rien échapper. Sa voix était basse, posée, mais pas méchante. « Puis-je entrer ?» Marie hésita, puis s'écarta. « Bien sûr. »
Monroe retira son manteau et s'assit en face des jumelles. Elle étudia les filles un instant, puis se pencha en avant. « Je voulais vous remercier. L'adjoint Maddox est en vie grâce à vos actions d'hier. » Willa et June échangèrent des regards, ne sachant pas quoi dire. Monroe n'insista pas. Parfois, le courage ressemble à des médailles. Parfois, il ressemble à des mitaines pressées sur une plaie. Marie s'éclaircit la gorge. « Je suis contente qu'il aille bien. Les filles, eh bien, elles ont juste fait ce qu'elles pensaient être juste. C'est plus que beaucoup d'adultes n'auraient fait, dit Monroe. Je reviens de l'hôpital. Il est sorti de l'opération, stable, il a perdu beaucoup de sang, mais les médecins disent qu'il a une chance de s'en sortir. Elle marqua une pause, son ton s'adoucissant. Il a demandé après les filles. Rusty bougea, s'assit et laissa échapper un léger gémissement protecteur. Monroe sourit. Et voici Rusty, le héros derrière les héros. Il n'aime pas les étrangers au début, dit June doucement, posant sa main sur la tête de Rusty. Mais il sait qui sont les bonnes personnes. L'expression de Monroe changea. Quelque chose derrière ses yeux clignota, un souvenir peut-être. Les chiens le savent toujours. Elle ne resta que quelques minutes de plus, offrant sa carte de contact et la promesse de prendre des nouvelles. En partant, Marie la raccompagna à la porte. « Détective, dit-elle avec hésitation. S'il vous plaît, pas de collecte de fonds, pas de campagne en ligne. Je ne veux pas de charité. » Monroe hocha la tête lentement. « Je comprends, mais parfois l'aide n'est pas de la charité. C'est la communauté. » Elle partit sans insister davantage, mais son esprit s'attarda sur Marie. La façon dont elle se tenait, le dos droit mais fatigué, fier mais clairement accablé. Valérie Monroe connaissait bien cette posture. Sa propre mère l'avait adoptée, élevant ses deux frères et elle après la mort de leur père dans un incendie d'entrepôt quand elle avait 9 ans. La fierté les avait maintenus à flot, mais elle avait aussi rendu le chemin plus difficile. Plus tard ce jour-là, une camionnette de nouvelles locales se gara devant l'immeuble. La présentatrice, une blonde pleine d'entrain dans un caban rouge nommé Holly Marks, se présenta avec un professionnalisme soigné. « Nous aimerions présenter vos filles dans le segment du soir, dit-elle à Marie. Nous pensons que la ville aurait bien besoin de bonnes nouvelles. » Marie n'était pas sûre, mais le hochement de tête enthousiaste de Willa et le sourire plein d'espoir de June adoucirent sa résistance. « D'accord, accepta-t-elle, mais restez respectueux. Ce sont encore des enfants. » Holly tint sa promesse. Le segment fut diffusé à 18h. Un montage d'images de la scène de sauvetage mêlé à de brèves interviews. Willa expliqua comment Rusty les avait alertés. June, rougie, montra l'écharpe qu'elle avait utilisée pour arrêter l'hémorragie. « Nous voulions juste aider, dit-elle timidement. Personne ne devrait avoir à être seul comme ça. » Le clip fut partagé des centaines de fois en ligne. Les commentaires affluaient. De si courageuses filles. Le genre d'histoire dont nous avons besoin en ce moment. Où pouvons-nous faire un don? Marie désactivait les notifications. Elle ne voulait pas d'aumône, et elle ne voulait pas de pitié. Ce qu'elle voulait, c'était un emploi qui paie suffisamment et une maison qu'elle ne craignait pas de perdre chaque mois. Cette nuit-là, Monroe était assise dans sa voiture sur le parking du poste de police, regardant le dossier ouvert sur ses genoux. Photos d'équipements d'exploitation forestière illégale, une liste de criminels connus soupçonnés d'être dans la région, et le rapport préliminaire de Cole Maddox, le tout indiquant quelque chose de plus grand qu'une patrouille de routine qui a mal tourné. Monroe avait toujours été méticuleuse. À 42 ans, elle était devenue détective en étant calme, analytique et très concentrée, mais quelque chose dans cette affaire, dans les instincts de Cole, la rongeait. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un en ville, quelqu'un de respecté, pourrait être impliqué. De retour dans l'appartement, Marie coucha les filles. Elles étaient pétillantes d'excitation, mais la fatigue les submergea finalement. Rusty grimpa au pied de leur lit partagé, plaçant son museau entre ses pattes. Marie retourna à la cuisine, s'assit et rouvrit son carnet. Elle regarda la colonne étiquetée, loyer impayé, facture de gaz, minimum carte de crédit, frais de cantine scolaire. Elle mâchonnait l'intérieur de sa joue, puis tourna la page vers une liste de recettes de boulangerie, scone à l'érable, roulé à la cannelle et aux pommes, pain à croûte d'avoine, les choses qu'elle faisait autrefois avec joie. Le four ne fonctionnait plus correctement depuis des mois.
Un doux coup la tira de ses pensées. Elle ouvrit la porte et trouva une petite enveloppe sur le paillasson. À l'intérieur se trouvait un mot avec une écriture soignée, de la part de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'élever des enfants seuls. Sans contrepartie, juste de la gratitude. VM. Glissée derrière le mot se trouvait une carte cadeau pour l'épicerie locale. Marie resta longtemps sur le seuil, l'air frais caressant ses bras nus. Elle ne pleura pas, mais quelque chose en elle se relâcha un peu, comme un nœud défait doucement. Le couloir de l'école élémentaire d'Aldey Glen sentait légèrement les copeaux de crayon, la cire de sol et la compote de pommes. Des odeurs réconfortantes et oubliables pour la plupart, mais aujourd'hui c'était différent. Des étoiles en papier rouge, blanches et bleu marine ornaient les murs, découpés par les élèves de 5e année eux-mêmes. Au milieu du couloir, juste en dessous du tableau d'affichage qui lisait « Héros locaux », était accrochée une photo de Willa et June Ferwititer. Les deux filles se tenaient avec des sourires maladroits, flanquées de la directrice et d'une découpe en carton d'une voiture de police. Dans la salle polyvalente, le corps étudiant s'était rassemblé. Le gymnase avait été hâtivement transformé avec des chaises pliantes et du papier crépon. Devant se tenait la directrice Naomi Hay, une femme d'une 50aine d'années avec une couronne de courtes boucles argentées et une voix qui pouvait faire taire une salle pleine d'élèves de 4e année hyperactifs au sucre. Elle était grande, mince et portait toujours des broches en forme d'animaux, une différente chaque jour. Celle d'aujourd'hui était un renard en bronze. Naomi était directrice depuis près de 20 ans, respectée non seulement pour ses normes strictes, mais pour la justice qu'elle portait comme une armure. Une fois, elle avait accueilli une élève dont la mère avait disparu lors d'une tempête de neige et l'avait élevée jusqu'à l'arrivée des services sociaux. Ce souvenir perdurait comme une ecchymose dans son âme, guidant chaque décision qu'elle prenait avec une conviction tranquille. Elle frappa le micro. Élève, aujourd'hui nous honorons le courage. Pas le genre qui crie ou frappe, mais le genre qui agit discrètement quand personne ne regarde. Willa et June montèrent timidement sur la scène. Leur pull vert forêt assorti avait été récemment lavé, et Rusty, qui avait été autorisé à venir, était assis docilement à leurs pieds, portant une médaille en papier faite à la main. Les applaudissements furent tonitruants. Une élève de 2e année serra une petite pancarte « Merci, Willa et June ». Après l'assemblée, Naomi s'accroupit à la hauteur de Rusty, passant doucement ses doigts sur sa fourrure. « Tu es un bon garçon », murmura-t-elle. « Mieux que la plupart des adultes que je connais. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans une chambre d'hôpital austère qui sentait l'antiseptique et la lumière du soleil filtré, l'adjoint Cole Maddox regardait le plafond. Ses blessures guérissaient, mais autre chose s'envenimait sous la surface. Les médecins disaient qu'il avait de la chance, 17 points de suture, 2 transfusions sanguines, aucun dommage organique durable. Mais, chanceux, ne lui convenait pas. Il se sentait vide, comme s'il manquait quelque chose de crucial et ne savait pas comment le nommer. La détective Monroe entra discrètement, portant une enveloppe cartonnée. Elle tira une chaise à côté de lui. « Tu as meilleure mine, dit-elle, son ton neutre. » Cole tourna lentement la tête. Son visage avait retrouvé des couleurs, mais il y avait des cernes sous ses yeux. Les apparences sont trompeuses. Monroe l'étudia. « Tu veux en parler ?» Il hésita. « Peut-être, mais pas de moi. »« De mon père ?» Elle hocha la tête, sentant le changement. Le père de Cole avait également été policier. George Maddox, disparu depuis plus de 2 décennies, le rapport officiel l'avait qualifié de disparition volontaire. Cole n'y avait jamais cru. « J'avais 8 ans, dit-il. Il est allé vérifier un bruit près du vieux moulin, n'est jamais revenu. Maman nous a fait nos bagages et a quitté la ville 3 mois plus tard. Je ne suis revenu que l'année dernière. Tu penses que la fusillade est liée ? » Il hocha la tête. La façon dont ils se sont déplacés, la façon dont ils savaient où je serais, ce n'était pas un hasard. Monroe ouvrit l'enveloppe, sortant des photos de traces de pneus, des fragments de radio bidirectionnels et un pistolet rouillé trouvé près de la clairière de la forêt. Elle les étala. « Tu reconnais quelque chose de tout ça ?» Il désigna le boîtier de la radio. « C'est un modèle de police. Fin des années 90. Mon père portait quelque chose comme ça. » Monroe fronça les sourcils. « Tu penses que quelqu'un l'a caché là-bas pendant 20 ans ? » Je pense que quelqu'un a observé, attendu. De retour à l'appartement des Ferwititer, Marie était assise sur le bord de son lit,
le téléphone pressé contre son oreille. Elle parlait au gérant du marché, essayant de relouer son ancien stand. « S'il vous plaît, je sais que je suis en retard, mais je peux me rattraper. Cette saison pourrait changer les choses. » La voix à l'autre bout était polie, mais ferme. « Marie, vous devez encore des arriérés de l'automne dernier. Je ne peux pas vous ouvrir un espace tant que ce n'est pas réglé. Je suis désolé. » Elle raccrocha et se frotta la tempe. Sur la commode se trouvait un pot à moitié plein étiqueté « Fond pour le four ». Willa l'avait commencé. Elle y glissait des pièces chaque semaine. Marie n'avait pas eu le cœur de l'arrêter. Cet après-midi-là, Willa, June et Rusty retournèrent vers la forêt. Cela ne faisait pas partie du plan. Elles étaient censées nettoyer leur chambre, mais la curiosité tira Willa comme un vent persistant. « Je veux juste voir, dit-elle. »« Voir quoi ?» demanda June, traînant ses bottes à travers les feuilles. Willa haussa les épaules, sortant un carnet de sa veste. « Il y a une partie du sentier où Rusty a aboyé la semaine dernière. Il ne fait jamais ça à moins que quelque chose ne soit bizarre. Rusty les conduisit à une clairière près d'un chemin forestier désaffecté. De hautes herbes avaient envahi une grande partie de la zone, et quelques tonneaux rouillés gisaient à moitié enfouis dans la boue. Soudain, Rusty se mit à aboyer, des aboiements courts, aigus et insistants. Les filles se figèrent. Willa gribouilla dans son carnet, emplacement, sud de Miller et Solow. Rusty réactif. Détection d'odeur possible. Elles ne s'approchèrent pas, mais elles restèrent assez longtemps pour prendre une photo avec le téléphone à clapet d'occasion de June. Quand elles rentrèrent à la maison, Willa rangea la note dans sa boîte à chaussures de choses importantes, un coffre au trésor de frottis de feuilles, de pierres étranges, et maintenant une entrée dans quelque chose de plus grand que les jeux de cour de récréation. Plus tard ce soir-là, la détective Monroe traversa le parking du poste de police et croisa l'officier Daniel Carn, un policier récemment transféré de Montpellier. Carn avait la trentaine, trapu et bon enfant, avec l'habitude de faire des blagues au pire moment. Il lui fit un signe de la main. « Bonsoir, détective. »« Bonsoir, Carn. Tu as l'air de quelqu'un qui a une faveur à demander. »« En fait, oui. Ma sœur organise la collecte de Thanksgiving. Nous ramassons des pâtisseries. Tu penses que je pourrais te demander ces carrés au citron que tu as apportés au débriefing le mois dernier ?» Monroe haussa un sourcil. « Je ne fais pas de pâtisserie. » Carn cligna des yeux. « Sérieusement ? Alors, qui ? » Peu importe, marmonna-t-elle, s'éloignant avec un sourire. Elle n'avait rien cuit. Elle les avait pris sur une petite table devant l'appartement des Ferwititer où Willa avait laissé une pancarte, $1, aidez-nous à réparer notre four. La nuit tomba tôt sur Aldey Glen, comme c'était souvent le cas fin octobre. Les arbres de la forêt de la feuille rouge avaient commencé à perdre leurs feuilles couleur de feu pour de bon, et un froid s'insinuait dans les maisons par les moindres fissures. Les réverbères s'allumèrent, projetant des halos dorés sur les trottoirs. Le ciel au-dessus était d'un bleu crépusculaire, les étoiles encore volaient derrière des nuages dérivants. Dans la cuisine des Ferwititer, l'odeur de fil brûlé persistait. Marie était accroupie devant le four, fronçant les sourcils en remuant une bobine déconnectée. Son front était plissé, et une tache de graisse traversait son pommette. Elle portait un vieux sweatshirt aux poignets effilochés et un pantalon de pyjama parsemé de fleurs. Ses doigts étaient rouges de froid, mais sa mâchoire était serrée d'une tranquille résolution. Willa se tenait à proximité, feuilletant un manuel d'instructions déchiré avec les doigts tachés d'huile. June était assise sur un tabouret, organisant leur boîte à outils comme une jeune mécanicienne. Rusty était allongé sur le seuil, observant, les oreilles dressées et sa queue tapant sur le sol à chaque fois que quelqu'un bougeait. « Et c'est maintenant » appela Willa, tenant une lampe de poche entre ses dents. Marie ajusta un bouton et appuya sur l'allumage. Rien. Elle expira lentement. June leva les yeux. Peut-être qu'on peut demander à la directrice. Elle a réparé le projecteur une fois avec un trombone et du chewing-gum. Marie ricana sous son souffle. Tentant. La sonnette retentit. Willa courut ouvrir et revint avec une boîte brune de taille moyenne. Sur le dessus se trouvait un reçu rose étiqueté « Commande en ligne, Crumble Pumpkin X2 ». À l'intérieur se trouvait une note dactylographiée « Veuillez livrer d'ici dimanche. Ma grand-mère manque de vos pâtisseries. W. Miller.
Marie retourna la note. Elle ne reconnaissait pas l'écriture. Quelqu'un a trouvé notre dépliant. June inclina la tête. Nous n'avions pas laissé pour le crumble, juste pour les muffins. Marie ne dit rien. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le comptoir, glissa le mot dans son livre de recettes et retourna au four. Réparons ça. À l'autre bout de la ville, la détective Valérie Monroe gara sa berline près du début du sentier qui menait au bord sud de Redleaf. Ses bottes craquaient sur l'herbe gelée tandis qu'elle sortait. Elle portait un épais manteau noir zippé jusqu'au menton et un bonnet bleu marine tiré sur ses boucles. Un seul réverbère bourdonnait au-dessus, projetant des ombres sur la carte dans sa main. Elle n'était pas seule. Cole Maddox, vêtu de plusieurs couches et d'une veste de flanelle foncée, se tenait à côté d'elle, une lampe de poche dans une main et un thermos dans l'autre. « Tu es sûr de ça ?» demanda Monroe. Cole hocha la tête. Willa a dit que Rusty était agité près de l'ancien sentier électrique près de Miller et Solao. C'est là que je veux commencer. Ils se déplacèrent silencieusement à travers les broussailles. La forêt était étrangement immobile, sauf pour le craquement occasionnel d'une branche lointaine. Après 20 minutes de marche, ils atteignirent une clairière envahie de vignes et de mousse. Près d'un groupe de rochers, Cole repéra quelque chose qui le fit s'arrêter en plein mouvement. Une radio portative, à moitié enfouie dans le sol, son boîtier fissuré et la grille du haut-parleur tachée de quelque chose de sombre. Il enfila des gants et la souleva doucement. Au dos, estompé mais toujours visible, se trouvaient les initiales « GM ». Monroe expira. « Ton père. » Il hocha la tête une fois, les lèvres serrées. « Je crois que oui. » Elle s'accroupit à côté de lui, inspectant la scène. Il y avait de légères marques de traînées à proximité et de faibles empreintes de bottes partiellement effacées par le temps. « Nous appellerons une équipe médico-légale demain. » Trop sombre maintenant. Mais ça, elle tapota la radio, ce n'est pas rien. De retour au poste le lendemain matin, Monroe rencontra le sergent Lewis Corian, un homme aux larges épaules d'une cinquantaine d'années avec une barbe grise naissante et des yeux perpétuellement fatigués. Il était connu pour sa loyauté discrète et son esprit méthodique, ayant servi 30 ans dans les forces de l'ordre. Corian avait entraîné le père de Cole, et quand Monroe lui montra la radio, ses mains tremblèrent en la prenant. « Je me souviens de ce modèle, » murmura-t-il. Ils ont cessé de les émettre en 2003. George en portait une comme ça jusqu'au jour de sa disparition. « Vous pensez que quelqu'un du département était impliqué ?» demanda Monroe. Corian ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il leva les yeux avec un regard hanté. « Je pense que les secrets ne restent pas enfouis pour toujours, même dans les petites villes. » Au même moment, Marie et ses filles avaient enfin ramené le four à la vie. Les 3 filles acclamèrent tandis que la lumière chaude à l'intérieur s'alluma en clignotant. Rusty aboya une fois, comme pour rejoindre la célébration. Marie essuya ses yeux avec sa manche, pas de graisse cette fois, mais de quelque chose de plus doux. Plus tard cet après-midi-là, elle recommença à faire de la pâtisserie. L'odeur de cassonade et de pommes emplit leur appartement. Willa et June se relayèrent pour mélanger la pâte pendant que Marie façonnait les croûtes. Elles rirent quand Rusty vola un coin de pâte de la table. Tandis que les tartes refroidissaient, Willa s'assit avec son carnet. Elle ouvrit une nouvelle page intitulée « Le mystère de la feuille rouge ». Son écriture était soignée, chaque indice numéroté. L'entrée numéro 3 lisait « Radio trouvée près de Miller et Solao ». Rusty a aboyé de nouveau aujourd'hui. Il pourrait y avoir plus d'objets enterrés là-bas. Pendant ce temps, Cole était assis sur son lit d'hôpital, feuilletant le journal local. La première page montrait une photo floue de Willa et June avec le titre « Le courage en petites bottes ». Il sourit faiblement. Dans la marge de la page, quelqu'un avait écrit « Elle t'a sauvé ». Ne le gâche pas. Il ne reconnaissait pas l'écriture, mais il plia le journal et le plaça à côté de son lit. Plus tard, Monroe frappa à sa porte. Elle avait un autre dossier dans les mains. « J'ai besoin de ton aide, dit-elle. Ce n'est plus une affaire individuelle désormais. » Cole croisa son regard, maintenant stable. « Allons-y. » Au crépuscule, le vent avait commencé à hurler. L'air au-dessus d'Aldeglen avait changé, plus dense, plus froid, en attente. Les feuilles tourbillonnaient sur les trottoirs avec frénésie, et le ciel, autrefois d'un doux bleu ardoise, s'était assombri jusqu'au charbon.
Le tonnerre roulait au loin comme un avertissement, murmuré entre les montagnes. Les habitants de la ville, habitués aux courtes tempêtes, verrouillèrent les fenêtres et rentrèrent les chiens. Mais c'était différent. Une tempête approchait. Marie Ferwititer se tenait près de la fenêtre du salon, ses yeux fixés sur les arbres qui se pliaient comme des danseurs en prière. Elle tenait son téléphone dans une main, son tablier encore saupoudré de farine de la cuisson du matin. L'appartement sentait le clou de girofle et la cannelle, mais son cœur était serré. Les jumelles n'étaient pas rentrées. Elles ont dit qu'elles allaient au bord de la forêt, murmura-t-elle à elle-même, la panique s'insinuant. Elle se tourna vers la gamelle de Rusty, pleine, intacte. Profondément dans les bois, Willa et June s'agrippèrent sous les racines noueuses d'un arbre déraciné, leur souffle s'évaporant dans le froid. Rusty était accroupi à côté d'elle, ses oreilles à plat et ses flancs haletants. La tempête était arrivée plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, la pluie tombait de côté, le vent hurlait à travers la canopée, et pire que tout, des voix. Les filles s'étaient aventurées plus profondément dans Redleaf cet après-midi-là, espérant retrouver davantage le sentier auquel Rusty avait réagi. Willa portait son carnet. June apporta la lampe de poche, mais elles entendirent alors des hommes parler à voix basse, des voix inconnues, dures, et virent un scintillement de lumière, non pas de lampe de poche, mais de lampe frontale. Rusty avait grogné, un grognement profond et urgent. Avant qu'elles ne puissent courir, elles entendirent l'un des hommes dire « Ces filles ont vu quelque chose ». Elles s'enfuirent. Rusty les avait conduites à la cachette dans laquelle elles se blottissaient maintenant, un vieux creux où les racines formaient un toit partiel, la terre autour d'elles humide et sentant la décomposition. Mais c'était sûr pour l'instant. Au bureau du shérif, la détective Monroe se tenait près de la carte de suivi des tempêtes, son manteau à moitié enfilé. L'appel était venu de Marie quelques minutes plus tôt, fille disparue. Danger possible. Emplacement, bord de la forêt près du sentier de Miller et Solao. Un nœud douloureux lui tordit l'estomac. Cole entra, boitillant légèrement, son corps pas encore complètement remis. Il portait une veste noire imperméable et un regard déterminé. « J'y vais, dit-il. » Monroe ne discuta pas. Elle lui tendit la radio. « Nous y allons ensemble. » Ils conduisirent le 4x4 du département dans la rafale, les essuie-glaces battant comme des cœurs affolés. Les routes étaient inondées. Des branches d'arbres craquaient au-dessus d'eux. Mais ils passèrent à travers. Chaque minute comptait. Dans les bois, Willa frissonna. Le froid s'était insinué dans ses os, et ses dents claquaient les unes contre les autres. Elle regarda June, recroquevillée à côté d'elle, joues rouges et humides. Rusty se leva de nouveau et grogna, son corps tendu. Puis, clac. Une branche se cassa, plus près qu'avant. Willa se pencha à l'oreille de sa sœur. « Si quelque chose arrive, tu cours. Je ne te quitte pas. » Les poils de Rusty se hérissèrent. Il fit 2 pas en avant sous la pluie, se positionnant entre le bruit et les filles. Des arbres, 2 ombres émergèrent, des hommes en manteaux lourds, leurs yeux scrutant les broussailles. « Je les ai vus se diriger par ici, » marmonna l'un d'eux. Soudain, Rusty aboya, un aboiement explosif et aigu. Il se lança dans la clairière, son corps tout musclé en fureur. L'un des hommes jura, levant sa lampe de poche juste à temps pour attraper Rusty en plein saut. Le chien le fit tomber en arrière dans la boue. L'autre homme frappa sauvagement avec une barre métallique, frappant Rusty sur le côté. Le chien gémit, mais ne recula pas. Au lieu de cela, il chargea de nouveau, les entraînant tous deux plus profondément dans les bois, loin des filles. Les jumelles restèrent figées. Elles n'osèrent pas bouger. Cole et Monroe arrivèrent quelques minutes plus tard, les phares clignotant à travers les arbres. Cole sauta du véhicule avant qu'il ne s'arrête complètement, lampe de poche et arme à la main. « Les filles !» cria-t-il par-dessus le vent. « Willa !»« June !» Du creux, une petite voix, ici. Monroe se précipita vers elle, tomba à genoux et serra June dans ses bras. Cole tendit la main vers Willa, ses mains tremblantes. « Vous êtes en sécurité maintenant. On vous a. » Puis ils entendirent un gémissement. Rusty trébucha hors de la lisière des arbres, du sang sur son flanc, boitant lourdement. Ses yeux trouvèrent les filles, et sa queue frappa une fois avant qu'il ne s'effondre. « Rusty !» crièrent les 2 filles en se précipitant vers lui. Cole souleva le chien doucement,
berçant son corps contre sa poitrine. Il est gravement blessé, dit-il. Ils s'entassèrent dans le véhicule, Monroe radio appelant un vétérinaire. Le trajet retour fut lent, la pluie un rideau d'aiguilles, mais à l'intérieur de la voiture, il y avait un silence fragile, mi-émerveillement, mi-soulagement. À l'hôpital vétérinaire, ils furent accueillis par le docteur Martha Lou, une petite femme d'une quarantaine d'années avec des cheveux foncés attachés en chignon bas et des mouvements précis qui témoignaient de l'expérience. Elle avait un comportement calme et direct et une paire de lunettes de lecture perpétuellement posées au bout de son nez. Il a perdu beaucoup de sang, dit-elle après avoir examiné Rusty. Mais il est fort. S'il s'en sort cette nuit, il ira bien. Les filles ne le quittèrent pas. De retour à la maison, séché et enveloppé dans des couvertures, Willa parla enfin tandis que June se penchait sur son épaule. Je pensais que maman allait nous abandonner. Qu'elle serait trop fatiguée d'essayer. June la regarda, les yeux écarquillés. Jamais elle ne le ferait. Elle a failli devoir vendre ses bagues, murmura Willa. June lui prit la main. Nous n'avons pas besoin de bagues. Nous avons juste besoin d'elle et de Rusty. C'est tout. Cole était assis à proximité, entendant chaque mot. Ses yeux brillèrent, et pour la première fois depuis des années, des larmes glissèrent sur ses joues. Non pas de douleur, mais pour la famille qu'il n'a jamais pu garder, et pour celle qu'il regardait se réparer devant lui. Un mois passa, et avec lui l'âpreté de la fin de l'automne s'adoucit. Les arbres de la forêt de la feuille rouge étaient maintenant nus, leurs membres tendus vers le ciel comme des témoins silencieux. Le givre embrassait encore l'herbe le matin, mais le soleil était enfin revenu. Il réchauffait les trottoirs d'Aldey Glen et rendait dorées les vitrines de la boulangerie. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait aucune tempête à l'horizon. L'enseigne fraîchement peinte au-dessus de la place du marché lisait « Miettes et croûtes ». Le modeste stand en bois, autrefois vide et poussiéreux, contenait maintenant des plateaux de pâtisserie chaude et des pots de confiture maison. L'air était rempli de l'odeur de scones glacés à l'érable et de tartes aux pommes épicées. Marie Fairweather se tenait derrière le comptoir, les manches retroussées, un tablier neuf noué autour de sa taille. Ses cheveux étaient attachés, ses joues roses de la chaleur du four, non du stress. Il y avait toujours une inquiétude tranquille dans son regard, mais elle s'était adoucie en quelque chose de plus léger, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Une foule s'affairait autour de la réouverture. Un tableau noir sur le côté lisait « Demandez nos muffins des héros », nommé d'après deux filles courageuses et un très bon chien. Derrière le stand, Willa et June distribuaient des serviettes et de la monnaie, toutes deux portant des bonnets rouges assortis et des sourires trop grands pour leurs petits visages. Rusty était allongé sous la table, un doux bandage encore autour de son flanc, sa queue remuant paresseusement à chaque fois que quelqu'un lui offrait une caresse. De l'autre côté de la ville, au centre municipal d'Aldey Glen, le gymnase communautaire avait été transformé. Des ballons bleu marine et blancs étaient attachés à des chaises pliantes. Une grande bannière lisait « Lancement du programme Jeunes Sauveteurs en l'honneur de Willa et June Fairweather ». Des rangées d'enfants locaux étaient assis en tailleur sur le sol, les yeux écarquillés de curiosité tandis qu'un grand homme en chemise bleu marine impeccable s'avançait. L'adjoint Cole Maddox s'était complètement rétabli. La couleur était revenue sur son visage, et bien qu'il marchât avec une légère claudication, il y avait quelque chose de plus stable dans son pas, comme un homme qui était rentré dans sa vie des deux pieds. À 32 ans, ses cheveux châtain clair repoussaient là où ils avaient été rasés pour l'opération, et son uniforme lui allait parfaitement, les manches retroussées jusqu'au coude. Il s'éclaircit la gorge et parla dans le microphone. Parfois, les héros ne portent pas d'insigne ou de cape, commença-t-il. Parfois, ils ont 10 ans, des genoux écorchés et plus de courage que la plupart d'entre nous réunis. La foule rit doucement. June se cacha derrière l'épaule de sa sœur. Willa rayonnait. Cole continua, grâce à ses filles, cette ville a non seulement une vie de plus, mais un nouveau programme où les enfants apprendront les premiers secours, l'intervention d'urgence et la valeur de rester calme dans le chaos. Les applaudissements retentirent. À la fin de la cérémonie, Monroe monta sur la scène avec une boîte en velours à la main. Elle portait son manteau de cérémonie, les cheveux soigneusement attachés, sa voix égale mais respectueuse. Et enfin, nous aimerions reconnaître un membre de cette ville qui, bien qu'il marche sur 4 pattes, a le cœur d'un lion. Rusty, fraîchement toiletté, marcha seul vers la plateforme, un ruban bleu vif accroché autour de son cou. Monroe s'agenouilla et y accrocha une petite médaille ronde, prix d'honneur civil Carl IX. La foule se leva.
Willa murmura à sa sœur, on dirait qu'il sourit. Ce soir-là, les Ferwititer rentrèrent à la maison en famille de 5, 3 humains, un berger allemand héroïque et un nouveau levain nommé Gutsi. Cole les accompagna, les bras pleins de muffins restants, et son cœur rempli de quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé. Il avait officiellement été transféré à l'unité de sensibilisation communautaire de la ville, se concentrant sur l'éducation à la sécurité et l'engagement des jeunes. Mais plus que cela, il avait commencé à dîner le dimanche avec les Ferwititer. Les filles lui avaient déjà préparé une place sur le tableau des tâches familiales. Son carré lisait « lave-vaisselle et compteur ». Et tandis que le soleil descendait bas, peignant les fenêtres de la cuisine de teinte miel, Monroe passa. Elle tendit à Cole une petite cassette dans un étui en plastique usé au coin. Sa voix était plus calme que d'habitude. Elle a été trouvée dans les vieilles archives du département, mal classée dans une vieille boîte de preuves. Cole la regarda, confus. Elle hocha la tête. C'est ton père. Ils la jouèrent ce soir-là sur un vieux lecteur de cassettes déterré du placard de Marie. La bande crépita d'abord, puis s'éclaircit. La voix de George Maddox se fit entendre, rude, grave, réfléchie. Si tu entends ça, je suppose que je ne m'en suis pas sorti. Ce n'est pas ce que je voulais. Mais si un jour tu te retrouves face à un choix entre faire ce qui est sûr et faire ce qui est juste, s'il te plaît, mon fils, choisis le droit chemin, même si ça te coûte, parce que ce badge ne signifie rien si tu as trop peur de l'utiliser quand ça compte. Personne ne parla pendant longtemps après la fin. Cole posa finalement la cassette. Il n'était pas parfait, mais il savait qui il voulait être. Willa était assise sur les marches du perron plus tard ce soir-là, ses genoux serrés contre sa poitrine. June était assise à côté d'elle, le menton levé vers les étoiles. Rusty était allongé entre elles, encore en convalescence, sa respiration régulière et chaude. « Tu penses que nous avons vraiment sauvé quelqu'un » demanda Willa. June hocha la tête, les yeux toujours tournés vers le ciel. « Je pense que nous en avons sauvé plus d'un. » Rusty remua une fois la queue, comme pour acquiescer. Willa sourit, sa voix douce. « Le plus drôle, c'est que je pense que nous avons aussi été sauvés. Parfois, les miracles ne viennent pas comme des éclairs ou de grands sauvetages. Parfois, ils arrivent sous la forme de 2 petites mains, d'un chien blessé et de la décision tranquille de faire ce qui est juste, aussi difficile que cela puisse être. Cette histoire nous rappelle que le courage n'exige pas l'âge, et que l'amour n'a pas besoin de richesse pour être puissant. Elle nous rappelle que dans nos tempêtes les plus sombres, Dieu agit souvent par les moins attendus, par les enfants, par les étrangers, par ceux qui choisissent simplement la compassion. Peut-être avez-vous aussi quelqu'un à protéger. Peut-être que votre acte de gentillesse aujourd'hui est le miracle pour lequel quelqu'un d'autre a prié. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau en la bonté. Commentez ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre vos pensées, et n'oubliez pas de vous abonner pour nous rejoindre dans le partage d'autres histoires qui élèvent, guérissent et inspirent. Que Dieu vous bénisse, vous et ceux que vous aimez. Restez en sécurité, soyez bons et ne cessez jamais de choisir ce qui est juste.